c'est par l'apprentissage des modernes que je me suis libéré de ce carcan qu'on m'avait appris dans les conservatoires concernant les anciens, si je puis dire. Avec les modernes, le privilège que l'on a, c'est qu'on va les côtoyer. Et que les côtoyant, on va découvrir que eh bien, ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. C'est-à-dire, il n'y a pas de terreur, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des gens qui imposent, ce sont des gens qui sont aussi dans le doute, qui viennent de créer de la matière, qu'ils ont transcrite sous forme de code, ce dont on parlait, des signes comme ça, et nous, on va être obligés de donner de l'émotion à cela, du rythme, etc. Parfois, je mets dans des endroits vraiment vibrato. Par exemple, là, tu vois, il y a marqué vibrato molto. Oui, c'est vraiment tout à fait. Après, je pense que c'est la manière dont toi-même tu crées ton décor et ton image. Après, on en discute, tu vois. On voit si est-ce que. Tu l'as dit, même les harmoniques naturelles ou artificielles, ça peut se vibrer aussi. Dans ces cas-là, on les fait un tout petit peu. Disparaître, enfin tu vois, c'est un côté fantôme, ça peut être assez beau aussi. Ça peut être assez beau. C'est plus risqué. Hein, voilà, il y a une prise de risque. Oui, parce que si on sort du champ, si on sort du champ de l'harmonique, on est parasité, mais bon, d'accord, donc c'est pas exclu. C'est un peu technique ce qu'on va dire, mais l'harmonique de tierce mineure est très instable. Hein, elle est très instable. Et selon qu'on joue un peu haut ou un peu bas, on obtient soit la quinte triplée, soit la septième. Donc du coup, j'ai précisé ça, tu vois. Mais il ne faut pas que tu sentes ça comme un hyper carcan. C'est simplement que, parce que parfois, l'interprète va dire, mais là tu veux entendre quoi, là tu veux entendre quoi. Du coup, je l'ai marqué. Oui, c'est très bien. Je vous remercie. C'est la meilleure des clartés. C'est ce qui fait qu'aussi elle pourra être accessible à tout le monde parce que il y a tout. Parce que sinon c'est très ambigu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez au fond? Vous voulez le sol ou vous voulez le si bémol? Dès que j'ai vu, c'est ce que je regardais, c'est rassurant pour l'interprète parce que voilà, le champ est là. Le champ est limité, enfin il est délimité, pas limité, mais il est délimité. On sait exactement à quel degré, si c'est voilà. Tu vois, je te propose le décor, mais c'est toi qui dois faire la mise en scène, quoi. Tu vois, c'est toi forcément qui dois le. C'est une chose que. Moi, ce que j'ai écrit, c'est à la fois très simple et en même temps très précis. Mais comme tu l'as vu, il y a une zone de liberté, j'espère. Enfin, tu vois, tout ce qui est vibrato, timbre que tu vas trouver sur certaines notes appuyées, notamment, tu vois, comment on disparaît, comment.
Et puis surtout, comment tu construis le temps dans cette chose. Parce que c'est, tu vois, c'est noté comme ça, très lent. Et alors ça peut paraître, comme ça peut paraître un peu élucubré le fait qu'il y ait 7, 8, puis... Mais c'est pour créer une espèce de scansion, tu vois. Tu as la note principale, comme ça, qui est donnée. Et puis hop, une espèce de levée un tout petit peu plus nourrie. Et puis hop, on passe au... Si tu vois, ça marche toujours par mesure, en fait. Tout à fait. Ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi donc, ce que tu appelles une éventuelle levée, c'est toujours l'accroche. Voilà, quand donc, il y en a, parfois il n'y en a pas, mais souvent il y en a. Et parfois ça peut être des valeurs plus courtes, ça peut être une double ou ça peut être une triple, comme ici. Tu vois. Et parfois je me mêle de ce qui ne me regarde pas, je précise l'archet. Tu vois, des fois. Parce que des fois, moi je me dis, là c'est vraiment ce geste-là que je veux. Donc je le précise. Oui, pour avoir le fortepiano, oui, c'est bien. Voilà, mais il est évident que si tu veux pas... Ici aussi, bien sûr, vers le fortepiano, c'est logique. Tiens, il a oublié de numéroter les mesures. Et il y a une espèce de petite, pas une mécanique, mais... Ça, on le refait 2 fois. Et donc ça, tu vois, ça termine par une chose comme ça, un tout petit peu plus articulé rythmiquement. Tu vois, tout à fait. Voilà. Je découvre. Hein. Oui. Je trouve ça merveilleux de découvrir en présence de compositeurs. Ce sont les moments que je préfère parce que ce sont des moments privilégiés, parce qu'on ramasse vraiment, enfin on fait le plein de substances en direct, de spontanéité. Ici, je me suis demandé, ce legato, il vient parce que la note qui est ici n'est pas la résultante d'une double harmonique. Donc, voilà, c'est essayer de le filer le sur la corde à côté pour récupérer le do. Voilà, il faut essayer le plus possible de ne pas couper, quoi. D'accord, oui, d'accord. C'est aussi dans l'intention, dans la manière de conduire le son, tu vois. Oui, une grande simplicité. Mais des fois, c'est difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut tout lâcher avant de commencer. Qu'il n'y ait pas de... Toi, je l'ai mis à la fin, comme ça. Oui, c'est bien, j'aurai le temps de passer par toutes les phases. Et puis, enfin bon, je ne veux pas anticiper ce qu'on va lire, mais quand j'ai regardé le numéro 5, le sérieux des faits, là, c'est un galop. Ça, c'est difficile. C'est difficile, hein. C'est difficile. J'ai beaucoup de questions. Enfin, j'espère que j'aurai autant de réponses quand il y aura de questions.
C'est difficile et en même temps, enfin oui, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est l'idée de... C'est l'idée d'une chose très virtuose, de très rapide d'archet, comme ça, très... Alors là, justement, moi j'ai aussi cette théorie que parfois, bon, j'écris souvent des choses très ténues. Tu sais, longtemps, on m'a appelé Gérard Peu de son. Alors c'est très ténu, mais en même temps, des fois, certains sons, on les entend quand on les voit. C'est-à-dire que là, c'est des sons... objectivement, là, si on prend les premières mesures, quand tu vas arriver là, pour les gens, le 300e qui est au dernier rang, il n'entendra pas. Mais il y aura un rapport assez amusant du son fantôme. Par contre, il verra le geste, si tu veux. Il verra le geste. Donc il y a ce balayage Il y a ce balayage qui n'arrête pas pendant toute la pièce, hein, pratiquement. Gérard, j'en profite tout de suite pour poser une question. Il ne s'agit pas d'utiliser des cordes à vide, j'imagine. Non, alors c'est les cordes à vide si on veut, mais elles sont très légèrement étouffées, mais de manière à ce qu'on n'entende pas de hauteur. Tu vois, par exemple, avec la main gauche. Voilà, c'est-à-dire par exemple, c'est bon, là je fais la position du violoncelle, ça va être plus naturel, mais si tu appuies un peu trop, bah, tu vas entendre des hauteurs. Si tu appuies légèrement, tu vas entendre des harmoniques s'il y en a ou pas. Si tu appuies beaucoup plus, tu vas entendre des hauteurs. Et si tu appuies à peine, éventuellement avec 2 doigts ou 3 doigts, là tu vas entendre un bruit de souffle. Qui est très beau parce qu'il est très fruité. Et surtout, il est très beau parce qu'il est lancé par le geste. Et comme ce geste, c'est le rebond du crin sur la corde, donc c'est un geste, enfin c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, c'est hyper souple, c'est hyper naturel. La rapidité, elle se fait presque de soi-même, si tu veux. Ça a l'air... Après, ce qui est difficile, c'est passer... bon, là, ça va, parce que c'est simplement tu lâches, là, tu lâches, et tu as les cordes à vide. Vas-y. Là, par contre, c'est des harmoniques. Des harmoniques véritables, dans l'autre sens. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tu dois très vite te placer en harmonique, mais là, c'est une même empreinte, et puis à nouveau étouffé. D'accord. Donc ça, c'est moins facile. Et ça, c'est plus difficile. Alors moi, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est difficile. Je sais que c'est faisable. Je les ai fait dans mon 3e quatuor que je vous dis au Tima. C'est-à-dire que tu as 4, 3, 2 étouffé et la dernière avec une harmonique. Une harmonique. Donc on entend. Si je le fais au ralenti, on entend. Donc très rapide. Très rapide. Hein. 100 et on met 8 triples croches par temps, c'est ça. Tiens bien dans l'archet, sinon tu vas le voir dans l'œil de... Absolument.
Ici, c'est ce que tu veux entendre avec voilà, c'est la résultante. D'accord, c'est la résultante. Oui. De la même façon ici. Voilà, le ici, là. voilà, ici c'est la résultante. Alors j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur, mais s'il y en a, tu me les signaleras. Alors attends, je t'explique. Ça c'est la même technique que là, simplement on glisse la position. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire que ça s'entend. Si, par exemple, un micro va entendre la différence. On va entendre. Le souffle va s'éclaircir un peu, sans qu'on ait vraiment de hauteur. Tu ne donnes pas obligatoirement un mouvement ascendant ou descendant? Si, là c'est plutôt ascendant. Ascendant, ouais. Mais la dynamique est descendante. Ouais. Contraire, d'accord. Oui. Okay. D'accord. Ok, je vois très bien. C'est une espèce de courant d'air, quoi. Oui. Orchestré un peu, mais c'est des fuites d'air partout. Je préférais qu'un balai sur une peau tendue ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Ouais. Hein, c'est ça. Côté un peu. Oui. D'accord. Oui. Je me demande s'il faut, dans ce cas-là... Et pourtant, c'est virtuose. C'est ça que j'aime bien. Oui. C'est le contraste entre le fait qu'on va voir un geste très beau à voir et un tempo vraiment d'enfer, et en même temps, un résultat complètement fantomatique, quoi. Un jeu d'ombre chinoise, on peut dire. Oui, tout à fait. Je crois que le résultat peut être pas mal. Là, ça va très vite. Ça peut être pas mal. Todo. Voilà, c'est ça. Tiens, le rythme, il se crée instrumentalement. C'est pas toi qui le fais, c'est le timbre qui le fait. C'est le geste qui le fait. Du coup, c'est assez efficace. Ça marche très bien. Oui, quel est l'endroit commode, quoi, où on peut justement être libre de descendre. Et l'angle des cordes est beaucoup plus aigu, si je puis dire. Plus on monte à l'archet, plus on monte avec les cordes, avec la position aussi, est beaucoup plus harmonisé, plus on descend. Donc, je pense que je peux partir d'une position de doigt de main gauche assez élevée, qui va me donner quelque chose d'un peu plus fluité, comme disait, ou fruité. Oui, je crois. Ouais. Et peut-être pas. C'est comme ça que je l'imaginais, mais. Pas trop heurté, peut-être au début. Enfin, je vois ce que tu veux. Je pense que je vois très bien.
quand je suis rentré dans le quatuor Parénin, c'était un quatuor spécialisé aussi dans la musique contemporaine. Donc je suis rentré chez eux en 1973. Et ils faisaient de nombreuses créations, ils jouaient beaucoup de musique contemporaine. Donc j'ai ingurgité, si je puis dire, énormément de répertoire. Mais ma première grande expérience a été en 1976, la rencontre avec Henri Dutilleux et la création du quatuor Ainsi la nuit. Donc j'étais jeune altiste dans ce quatuor et la présence d'Henri Dutilleux qui était, et qui est encore plus maintenant, mais qui était quand même la référence avec, en France avec Pierre Boulez et quelques autres. Et eh bien, j'ai été fasciné et tellement attendri par cet homme qui savait, voilà, qui savait ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il avait ce dont je parlais tout à l'heure, il avait cette détermination. Pour lui, son œuvre, vraiment, il la portait en lui. Il y avait cet arbre qui avait poussé, magnifique. Il savait où il voulait aller, mais il était indulgent sur la façon dont on pouvait interpréter ce qu'il avait noté. C'est-à-dire qu'il admettait le fait que sa codification de notes et tout ça pouvait ne pas être parfaite. Donc il acceptait le fait qu'on puisse changer. Et c'était extraordinaire parce que moi je pensais que une note, c'était, mon Dieu, si on ne la faisait pas exactement comme soi-disant elle était écrite, on allait en enfer, quoi. En gros, je vais résumer ça comme ça. Eh bien, et après Dutilleux, bon, on a été très proches avec Henri Dutilleux, mais ce n'est pas le propos. Et après, il y a eu beaucoup d'autres compositeurs avec lesquels j'ai travaillé, et tous avaient cette même démarche. Tous étaient pas dans le doute, mais dans l'écoute de ce qu'on pouvait leur dire, pour que leur œuvre soit interprétée de la façon la plus parfaite et que l'interprète soit le plus proche possible de ce qu'eux-mêmes avaient voulu transcrire. Alors, cette démarche-là m'a complètement déculpabilisé par rapport à Mozart, à Berlioz, à Beethoven, parce qu'il y a des fanatiques de la partition, c'est-à-dire il y a des gens qui sont là et disent « Ah, attention, le crescendo, il s'arrête entre le si et le do. » Oh, Mozart, quand il faisait crescendo, il s'arrêtait entre le si et le do. Mais non, il faut lire ça au travers de la ligne qui est présentée. Donc, d'un coup, je me suis dit, mais il faut avoir une lecture beaucoup plus décomplexée de ces manuscrits. Et comme actuellement, on a facilement accès en grande partie aux éditions originales, aux facsimilés, c'est merveilleux parce qu'on retrouve déjà le jet de la main du compositeur et concernant les dynamiques ou les différentes directions, eh bien, voilà, la simplification est là. Il ne faut surtout pas être, je veux dire une banalité, mais plus royaliste que le roi. Donc l'apport du contemporain m'a servi pour le classique et certainement vice-versa.